que nous récoltions la parole d'une de ces victimes. Deux intervenantes vont donc se suivre pour nous parler des dispositifs d'accompagnement qui existent en Nouvelle-Aquitaine, avec le docteur Séverine Blot qui nous présentera les missions du Centre régional psychotraumatique de Nouvelle-Aquitaine. Vous verrez qu'il y a notamment deux pôles dans le sud-ouest et puis à Poitiers. La Creuse dépend de Poitiers, elle nous expliquera comment vous pourrez travailler éventuellement si besoin avec ce pôle. Et puis je vous parlais de patientes, de victimes. Marie-Josée Hay va intervenir tout de suite pour un retour d'expérience. Marie-Josée, vous êtes patiente partenaire de ce centre régional de psychotraumatisme du sud de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez suivi un parcours en soins chroniques. Vous êtes également présidente de l'association En Parler. Et vous allez intervenir en duo avec le docteur Séverine Blot. Mais tout d'abord, peut-être, parce que depuis ce matin, on parle justement des victimes et de l'accompagnement des victimes. Je voudrais tout d'abord avoir une réaction sur ce que vous avez entendu finalement. Est-ce que ça correspond à vos besoins, à vos attentes? Est-ce que voilà, il y a des choses selon vous qu'il y aurait à revoir ou expliquez-nous un petit peu votre écoute depuis ce matin. Alors, je vais me présenter. Je suis donc présidente de l'association En Parler, qui organise principalement des groupes de parole à destination des victimes de violences sexuelles, qui ne sont pas des groupes à visée thérapeutique, mais un endroit où on peut s'exprimer, parce qu'on a souvent des difficultés, comme on l'évoquait depuis ce matin, à poser notre parole et le fossé qu'il peut y avoir entre notre parole et l'écoute des professionnels avec lesquels on est amené à rencontrer. Alors, par rapport à ce que j'ai entendu dans la matinée et puis en début d'après-midi, je voudrais faire quelques remarques. Nous, dans les groupes de parole entre victimes, ce qui ressort, c'est notre difficulté et toutes les incidences que ça peut avoir sur nos vies enfants déjà et individus adultes. Et on oublie souvent d'en parler. Donc les silences qu'a évoqué Madame Romano ce matin, les difficultés de parole et d'aller vers vous, souvent avec la peur, l'éducation qu'on a pu avoir et les injonctions qu'on a pu avoir aussi à se taire quand on a été agressé en milieu familial. Tout à l'heure on a parlé du sport, la personne qui a autorité souvent nous fait peur et il y a beaucoup de menaces qui font qu'en fait on se tait. La façon dont la parole est considérée, est prise en compte, et ce que ça a comme impact sur nous au niveau de la honte et de la culpabilité. Cette honte et cette culpabilité, on l'aura, si elle n'est pas prise en considération, si on est mal accompagné au tout début de notre vie, jusque très tard dans notre vie d'adulte. On n'oublie pas ce qu'on a vécu, on travaille, on avance, on pose des choses et ça nous permet de vivre mieux. Mais les souvenirs sont là, principalement pour les personnes qui ont tous les souvenirs, et les personnes qui souffrent d'amnésie traumatique sont elles énormément perturbées par toutes les réminiscences qui arrivent au parcours de vie sur des fois des événements qu'on ne comprend pas, et si on n'est pas accompagné, si on ne nous explique pas ce qu'il passe, et le fait que ce n'est pas de notre faute, mais ce sont les conséquences des violences qu'on a subies, c'est hyper perturbant. Il y a la formulation aussi, la façon, et ce matin ça a été évoqué, la façon dont vous nous parlez en tant que professionnel et le non-jugement, parce que là aussi, la culpabilité, la honte de soi, l'estime de soi est souvent nous est renvoyée. Ces conséquences, en fait, elles ont des incidences transversales sur nos vies. Alors, je ne vais pas tout développer, tu pourras développer tout à l'heure, mais quand on a été victime enfant, j'ai été victime enfant et j'ai parlé très très tard, j'avais plus de 50 ans. Des thérapeutes avaient constaté la religion, la famille, l'éducation, le milieu d'où on vient. Tout permet le silence à certains moments de nos vies. Mais ça a des incidences sur la scolarité, sur notre vie d'adolescent, on va dire. On en a parlé un petit peu ce matin. C'est-à-dire l'estime de soi, le rapport à l'autre, le rapport à soi, sa sexualité, donc le rapport à notre vie intime, et est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants, est-ce qu'on a peur d'avoir des enfants, est-ce qu'on a peur de devenir agresseur, parce que
On nous dit qu'à partir du moment où on a été victime, ben, on va devenir agresseur, hein, il y a quand même ces discours-là. Et puis, après, sur notre vie professionnelle. À partir du moment où on a une mauvaise estime de soi, l'autorité reste quelque chose qui nous fait peur. Et on se rend compte, pour beaucoup d'entre nous, que sur notre parcours professionnel, la peur est là et on regarde plus facilement nos pieds et nos chaussures que oser dire « je ne suis pas d'accord ». Le non, il est souvent difficile à dire. Le fait de se faire respecter est souvent extrêmement compliqué. Et puis, on en parle peu, mais ça a des incidences financières et administratives sur les violences. Nos prises en charge sont pas forcément financées. On doit payer nos psys, on doit payer nos avocats, et souvent ça a des incidences pour beaucoup de jeunes sur leur développement personnel. Et puis, tout ce que ça a comme incidence au niveau pathologie chronique auto-immune, les troubles psy. Je vais vous dire pourquoi je suis allée vers le centre régional psychotrauma. Dans les groupes de parole de victimes, entre nous, en fait, on évoquait la difficulté qu'on avait à se faire comprendre, mais le fossé qu'il pouvait y avoir. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin il y a quelques années. Je suis allée vers les professionnels qui ont en charge de nous accueillir. Donc, le centre régional psychotrauma, en disant, entre nous, on parle. On a une parole, mais on a l'impression que vous ne l'écoutez pas, ou que vous avez été formé à certaines choses, mais que vous n'avez pas conscience jusqu'où ça nous touche et quelles sont les incidences vraiment intrinsèques qui sont les nôtres. Donc il y a les professionnels de santé, mais on est allé voir la police, la gendarmerie, et on a mis en place un certain nombre de partenariats qui aujourd'hui sont super intéressants. Je te laisse la parole. Alors, peut-être avant de donner la parole au docteur Blot, si on peut approfondir avec vous, Marie-Josée, si ça ne vous ennuie pas, est-ce que vous trouvez justement que la culpabilité dont vous parlez, la honte, elle va s'atténuer pour les prochaines générations, parce que malheureusement il y aura toujours sans doute des agressions, mais parce qu'on en parle beaucoup plus qu'à votre époque lorsque vous étiez jeune. Est-ce que c'est pas le fait qu'on taisait les choses qui font que il y a cette honte qui s'est développée ou pas? C'est très ambigu, parce qu'on en parle énormément, mais dans les faits, nous, victimes, on est toujours en train d'avoir des difficultés sur le terrain. Quelques chiffres, 14% on nous dit 14% des personnes déposent plainte. Ça veut dire qu'il reste 86% des personnes qui ne portent pas plainte. Donc les chiffres sont énormes. Vu le nombre de personnes impactées par les violences sexuelles, dans cette salle, on peut considérer que je suis loin d'être la seule. Ce matin, on a évoqué le parcours judiciaire. Aller déposer plainte, c'est un gros problème pour nous, parce qu'en fait, il y a un jugement souvent. Il y a des personnes et des institutions qui sont formées, mais pas systématiquement. Et avant qu'une plainte soit prise, c'est déjà un vrai combat. Je vais vous citer l'exemple de la semaine dernière. Une jeune femme va porter plainte pour viol conjugal et on lui a dit « Madame, écoutez, c'est pas la première fois, à croire qu'en fait vous aimez ça ». Ce matin, en 2025. En 2025. Et pour vous dire, ce matin on a évoqué le fait d'être accueilli par une femme ou non. La policière ou la gendarme, l'agent en tout cas qui a accueilli, était une femme. Il ne faut pas croire que parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme, on accueille plus ou moins bien. Je pense que c'est l'intime conviction qu'on a compris ce que c'était réellement que les violences sexuelles et qu'on est prêt à écouter. Nous, on dit « je te crois ». Et ce qu'on demande, c'est qu'on nous croit. On n'est pas obligé, et je ne comprends pas, à part sur un suivi thérapeutique ou sur une procédure, pourquoi on nous demande d'expliquer le pourquoi du comment de ce qu'on a vécu. Sachez que quand on en parle, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, pour les gens qui ont tout en tête, il y a les images, il y a les sons, il y a les odeurs, et tout est là. Donc si on n'est pas accompagné suffisamment et si on ne comprend pas que toutes ces réviviscences font partie de nos vies, en fait, on est dans les conséquences et les problèmes psy qu'on connaît. Et les procédures judiciaires sont très longues. Beaucoup d'entre nous
qui ont des procédures demandées par les parents, c'est-à-dire que le parent porte plainte et c'est la loi. Mais certains nous disent, en fait, on ne m'a pas demandé mon avis, j'avais 11-12 ans. Le parcours a été épuisant. Je suis aujourd'hui majeure et je ne comprends pas pourquoi il faut toujours que j'en parle et il faut toujours me remémorer. Il y a des psychiatres qui vont vous dire « je ne vais pas trop vous soigner », des psychologues, parce qu'au tribunal ou les avocats, il faut que vous ayez l'air d'une victime. C'est quoi une victime? C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans la douleur et dans les conséquences de ces agressions, de cette agression tout au long de notre vie. Il y a la bonne victime, la mauvaise victime. Une jeune femme de 37 ans après 17 ans de procédure me dit « le juge au tribunal m'a reproché d'avoir réussi mes études, d'avoir créé mon entreprise et d'être à l'aise financièrement. » Et que finalement vous aviez bien réussi, enfin la personne avait bien réussi. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites là? On peut avoir des difficultés de vie, mais on peut avoir envie de s'en sortir. Et le message que je voudrais vous faire passer, c'est que quand on est enfant, on compte sur vous. Et vous êtes pour beaucoup nos messages d'espoir et nos bâtons de pèlerin. C'est super important. Moi, si j'avais pas eu à un moment quelqu'un, un regard, un sourire qui m'a fait comprendre qu'en fait, il y a des possibilités d'être accompagné, je ne sais pas si je serai là aujourd'hui et si je serai en capacité de porter cette parole de toutes les personnes qui viennent à l'association avec la peur de porter plainte, avec la peur de dire à leur thérapeute « je ne vais pas bien et voilà pourquoi je ne vais pas bien ». Si c'est trop personnel et intime, vous ne répondez pas bien sûr. Est-ce que vous avez développé des pathologies avant de parler? Vous avez parlé tardivement, vous avez dit à 50 ans. Est-ce que pendant tout ce temps vous n'avez pas parlé? Il y a des pathologies que vous avez développées du fait de cette agression et du fait de ce silence? Alors c'est bien mon problème et c'est bien ce qui explique mon parcours aujourd'hui. Je suis allée vers le centre régional psychotrauma et depuis on a mis en place un partenariat. Je suis aujourd'hui patiente partenaire. Mais sur mon parcours de vie, j'ai développé énormément de pathologies qui sont devenues des pathologies chroniques, voire des pathologies auto-immunes. Et dans mon parcours de vie, les thérapeutes ou les spécialistes que je suis allée voir avaient tendance à dire « enfin, mademoiselle, c'est dans votre tête ». On va vous donner quelques cachets et puis vous allez oublier. Ou alors un spécialiste m'envoyait voir un autre spécialiste en disant ça ne me concerne pas. Parce qu'il n'avait pas les clés, donc enfin, il ne savait pas ce qui s'était passé. Mais j'avais quand même des problèmes. Oui, vous aviez des problèmes, mais il ne savait pas quel avait été le trauma. Je suis d'accord. D'accord. Non, mais c'était une précision, c'était une question. Hein. Bah, disons que quand on va voir un thérapeute et qu'on dit je ne vais pas bien, s'entendre dire mais mademoiselle, vous vous rendez malade toute seule, c'est quand même pas. Tout à fait. La majorité d'entre nous développons des pathologies. J'ai fait un DU patient formateur au parcours en soins chroniques pour aller vers les futurs professionnels de santé. Donc j'interviens en université et sur la formation continue des professionnels de santé pour dire voilà ce que c'est qu'un parcours. Et c'est pas parce qu'on a un problème intestinal, c'est pas parce qu'on a un problème gynécologique, c'est pas parce qu'on a des douleurs chroniques. Et puis la liste peut être longue que on soigne qu'un symptôme. Il faudrait poser des questions. Si on m'avait posé la question autrement que ce qu'on m'a posé comme question, avec la honte que je portais et la culpabilité, parce que le discours était ces petites filles là en fait ont aguiché ces messieurs. Donc j'avais l'impression que c'était de ma faute. Il faut inverser ce schéma où on fait croire à l'enfant qu'il est responsable de cet adulte qui a eu des gestes déplacés et qui a commis des crimes pour la majeure partie. Moi, j'étais persuadée que c'était de ma faute. Et comment aller dire à quelqu'un, voilà ce qui s'est passé, alors que dans ma tête, j'étais persuadée que tout était de ma faute. Et là aussi, si vous ne souhaitez pas répondre, vous pouvez. Qu'est-ce qui a été déclencheur à 50 ans pour que le silence se transforme en parole? Alors, mon état de santé faisait que on m'a informé que je ne pourrais plus travailler. Et j'étais suivie par une psychiatre depuis pas mal d'années. Et je l'ai rappelé en lui disant je continue à vivre ou je laisse tout tomber. Donc j'ai besoin de soutien. Mais voilà où j'en suis dans mon parcours. Et pour la première fois, j'ai été honnête. J'ai été honnête parce que j'avais entendu parler de l'association qui s'appelait Parler à l'époque,
où je me suis dit, mais le discours de cette fondatrice, je l'entends et je le comprends, et peut-être que c'est le moment à moi aussi d'aller parler. Et le fait de rencontrer d'autres personnes et d'entendre ce que moi je ressentais que je n'avais jamais entendu de d'autres, m'a permis aussi, avec ma thérapeute, d'oser parler de certaines choses que je n'avais jamais évoquées. Et de détricoter en fait tout ce que j'avais dans le cerveau pour pouvoir aller après, je dirais m'ouvrir. Et comprendre qu'il n'était pas responsable. Et oser dire, et oser montrer mon visage, regardez-moi, j'ai plus de 50 ans, la personne que vous voyez depuis des années, c'est une personne qui a été victime de violences sexuelles enfant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je milite au sein de cette association. Il fallait de la force aussi pour aller étudier, développer, aller passer un diplôme universitaire, acquérir des compétences sur ce sujet-là en plus. Le plus compliqué, ça a été les proches, la famille. Parce que en fait, je me mentais, mais je leur avais menti aussi. Et je leur avais caché beaucoup de choses. C'est pourquoi, tout d'un coup, je me présente en tant, non pas forcément de victime, mais c'était plus que ça. C'est qu'en fait, je portais la parole de beaucoup d'entre nous. Et j'avais un problème d'estime de moi. Donc mon image, et mon image associée aux violences sexuelles. Et ça a été le plus compliqué. Et j'ai beaucoup travaillé avec ma thérapeute là-dessus aussi. Et vous êtes aussi un bel exemple où l'on peut avancer, progresser dans sa vie, même si c'est tardivement, et en plus faire partager votre expérience à d'autres victimes. Ce que je voudrais dire, j'ai été victime dès mon début de carrière professionnelle de 2 accidents de voiture. Les violences sexuelles, c'est une chose, les traumatismes, on en a tous dans un parcours de vie. On a roulé pendant 3h30, 4 heures hier, donc on a fait un premier débat assez longuement, même si on se voit régulièrement. Et je disais, souvent, en fait, on est victime, on subit les aléas de la vie, on a des thérapeutes, ils nous donnent des outils, ils nous expliquent, mais c'est à nous, victimes, malades, handicapés, d'utiliser ces outils, de comprendre comment on peut les utiliser pour pouvoir modifier notre chemin de vie et de se dire, tout n'est pas noir, tout ne sera pas comme je l'avais projeté, mais la vie peut quand même continuer et être belle. Et être actrice de votre vie en l'occurrence. Je pense que c'est la première fois que je me sens à ma place et actrice de ma vie, effectivement. Et avant de donner la parole au docteur Blo, si on résume bien, quelles sont les personnes qui vous ont vraiment accompagné? C'est votre psychiatre? C'est quelle personne qui a été le plus prépondérante? Au tout début, ma psychiatre, oui, qui était pas du tout... je ne suis pas du tout allée la voir pour ça, puisque j'étais allée la voir dans le cadre du centre antidouleur suite à mes accidents. Je lui ai menti pendant une quinzaine d'années, puisqu'elle me disait il y a quelque chose d'autre et je lui disais non. L'association m'a permis de lui dire effectivement il y a quelque chose, et ça m'a permis aussi d'aller vers les professionnels et toute l'équipe du CRP et de travailler en collaboration avec eux pour dire nous victimes on ressent ça et on aimerait arriver à se comprendre et à améliorer en fait la prise en charge parce qu'on s'entend et on se comprend. Alors, docteur Séverine Blo, vous êtes donc en effet médecin au sein du centre régional psychotraumatique Sud Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va déjà poser le problème géographique. Sud Nouvelle-Aquitaine, c'est pas nous, mais quand même, nous dépendons de Poitiers, mais qui n'a pas d'espace psychotraumatique. Donc, je vais vous expliquer. Voilà, expliquez-nous comment éventuellement on pourra avoir information auprès de ce centre. Oui. Déjà, je voudrais vous remercier de nous avoir invités, et puis je remercie Marie-Jo d'avoir accepté de venir avec moi aujourd'hui pour vous présenter tout ça. Donc, je travaille bien au Centre régional de psychotraumatisme Sud Nouvelle-Aquitaine, donc à Bordeaux, en sachant qu'on est une très grande région et que l'ARS a décidé de créer 2 antennes exceptionnellement dans cette région, donc une à Poitiers et une à Bordeaux. Je veux bien Merci. Donc je vais vous parler des missions des CRP, puis après je vous parlerez de la Creuse après alors. Oui, d'accord. Je vais y venir. Parfait. En sachant que je m'excuserai si je ne peux pas répondre à toutes les questions, puisque je connais bien le réseau Sud Nouvelle-Aquitaine, mais en tout cas, les CRP, déjà pour vous parler de la deuxième mission qui est notée là juste là, c'est la cartographie des ressources. Donc une des missions qui nous est donnée par l'ARS, c'est de recenser toute l'offre de soins, que ce soit dans les institutions publiques, de toutes les unités qui reçoivent des patients qui présentent un trouble de stress post-traumatique.
On ne reçoit pas tous les patients victimes, mais on reçoit les patients qui présentent un trouble de stress post-traumatique. Il y a une petite différence. Et l'idée aussi, c'est pas seulement de référencer les structures publiques, mais c'est aussi de référencer les libéraux qui sont formés au psychotraumatisme. Donc, on fait un référencement et s'il y a des libéraux dans la salle qui veulent être référencés, ils peuvent nous contacter pour être sur cette liste-là. Et après, en tant que professionnel, n'importe quel professionnel peut contacter le CRP pour avoir le nom des libéraux qui sont formés dans leur département. Voilà, en sachant qu'on vérifie bien les diplômes, etc. Des professionnels en libéral avant de vous les donner. Donc ça, c'est une des missions des CRP. La première des missions, c'est une mission de soins, donc on est centre de référence. Vous connaissez très certainement aussi d'autres centres de référence sur d'autres maladies psychiatriques comme les centres ressources autisme, les centres ressources pour la bipolarité, la schizophrénie. La différence avec eux, c'est que nous, on ne fait pas seulement du diagnostic, on fait aussi des prises en charge. On nous demande de prendre surtout des cas complexes, donc on va très très rarement faire de ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique simple. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la différence entre simple et complexe, en gros, le trauma simple, c'est suite à un événement unique chez une personne qui n'a pas de vulnérabilité particulière. Et donc cet événement ne va pas forcément impacter la structuration, la personnalité de la personne. Contrairement au trauma complexe, qui est suite à des événements traumatiques répétés. Donc, très souvent, ce sont des violences répétées, et notamment les violences intrafamiliales, et chez une personne qui accumule les vulnérabilités. Et là, quand ça survient chez un enfant, ça va avoir un véritable impact sur son développement. Il va avoir non seulement des symptômes psychiatriques de troubles de stress post-traumatique, mais il va aussi avoir un impact sur les différentes sphères de son développement. Nous, les pédopsies, les CRP, maintenant, on n'appelle plus ça trouble de stress post-traumatique complexe, on appelle ça un trauma développemental. C'est vraiment pour mettre cette idée que ça impacte le développement. Et un enfant qui a eu un impact développemental, vous imaginez que ça ne devient pas un jeune adulte avec une très bonne structuration. Je vous expliquerai après la différence de fonctionnement entre le sud et les nord. Donc on fait toujours une évaluation en premier sur plusieurs consultations qui peuvent aller entre 3 et 6 consultations, et ensuite on propose une prise en charge, que ce soit chez nous ou en libéral. On essaye de privilégier pour les patients qui n'ont pas de ressources, donc ça c'est les patients qu'on garde après en thérapie, et les autres, ceux qui peuvent se permettre le libéral, on les envoie en libéral. Et tout ça pour essayer de réguler notre liste d'attente. Les autres missions, c'est l'animation de réseau, donc c'est aider aussi à la structuration de l'offre de soins existante. Donc voilà, par exemple, moi je peux conseiller mes collègues, notamment en Dordogne et dans les Landes, qui sont en train de structurer leurs unités psychotrauma. Et puis l'autre mission qu'on a aussi, et ça par contre vous y avez accès à tous, que vous soyez au nord ou au sud, ce sont les actions de sensibilisation et formation qui sont gratuites. Donc on donne des formations qui sont gratuites, qui sont accessibles à n'importe quel professionnel jusqu'au niveau 3, et juste le niveau 4 qui est seulement réservé aux professionnels de santé mentale. Donc les deux CRP ont un catalogue de formations que vous pouvez trouver en ligne très facilement. Et voilà, s'il y a des formations du sud de Nouvelle-Aquitaine qui vous intéressent, vous pouvez aussi vous inscrire, il n'y a pas de souci, on ne va pas vous refuser. Donc il y a beaucoup de professionnels de la justice, de l'éducation nationale et du social qui s'inscrivent aussi. Et ce que je voulais vous dire aussi, vous pouvez aussi solliciter les CRP pour des formations sur mesure. Donc alors ça ne sera pas forcément le CRP de Bordeaux qui va se déplacer jusque dans la Creuse, mais par exemple il y a 2 jours je suis intervenue auprès d'une classe d'enseignants de grande section pour leur faire une formation de sensibilisation au repérage de la maltraitance et aux signes pour repérer le psychotrauma et aux conséquences aussi court et long terme du psychotrauma. Marie-Jo notamment vous a parlé des conséquences long terme à l'âge adulte et des maladies chroniques. Et l'autre jour, je discutais avec le docteur Popesco, qui est le médecin référent de l'ASE dans le département de la Dordogne, et qui disait mais en fait, il faudrait que tous les généralistes qui voient des patients adultes avec de l'hypertension, du diabète, etc., leur posent la question de est-ce que vous avez subi des violences dans l'enfance, parce que maintenant, c'est considéré comme un facteur de risque comme un autre. On demande aux patients
patients, j'en sais rien, s'ils mangent trop salé, s'ils ont des antécédents de diabète dans leur famille, de cancer, etc. Mais on ne leur pose pas la question systématiquement des violences et c'est considéré comme un facteur de risque pour les maladies chroniques. Ça a été montré par de nombreuses études maintenant, les liens entre maltraitance dans l'enfance et la survenue de maladies chroniques physiques, pas que psychiques. Donc là, vous avez la carte, on va passer rapidement, mais c'est la carte nationale des CRP. Vous pouvez regarder tranquillement, ça peut vous servir si des fois vous avez besoin de réorienter des patients qui déménagent. Si vous pouvez passer l'autre diapo, madame, merci. Celle-là aussi, parce que j'en ai déjà parlé en fait. Voilà. Donc ça, les CRP, les centres régionaux de psychotrauma, je ne vous ai pas expliqué l'histoire, mais ça a été demandé par le premier gouvernement Macron en 2018 et ils ont commencé à s'ouvrir depuis fin 2019. Donc celui de Bordeaux a ouvert en fin 2019, puis après il y a eu le Covid, donc l'équipe du CRP a été pour un temps temporairement dédiée à d'autres missions, et puis les CRP ont fait vraiment leur mission, on va dire, mi-fin 2020. Et depuis, on a un ancrage territorial de plus en plus fort, une file active en constante augmentation, vous pouvez l'imaginer, et on forme de plus en plus de personnes. Je voulais vous parler un petit peu du type de patients que nous recevons. Donc pour l'antenne Nord Nouvelle-Aquitaine, c'est une majorité de femmes, 67%, qui sont originaires de la Vienne, qui sont orientés par des professionnels de santé ou qui peuvent avoir aussi accès en direct. Donc les adultes, en tout cas, peuvent demander un accès direct à l'antenne Nord. Et le plus souvent, ce sont des violences sexuelles dans l'enfance ou à l'âge adulte pour 37% d'entre elles, et puis des violences conjugales. Et 30% étaient mineurs au moment des faits pour lesquels ils ont demandé une prise en soins. Pour l'antenne Sud, c'est aussi une majorité de femmes, 77% originaires de la Gironde, qui sont adressées aussi pour violences intrafamiliales et ou des violences sexuelles subies à l'âge adulte ou dans l'enfance. La particularité de l'antenne Sud, c'est qu'on prend en soin aussi des mineurs, parce que j'y travaille. Et puis, on a la chance aussi d'avoir une ostéopathe qui vient une fois par mois et qui peut prendre en charge aussi corporellement nos patients, ce qui est très précieux. Et normalement, dans l'avenir, on recrutera aussi un psychomotricien. Parce que dans le trauma complexe, vraiment, il faut vraiment l'adjonction de plusieurs thérapies et les soins corporels, pour moi, sont essentiels pour soigner le TSPT complexe. Nos particularités aussi, c'est qu'on a fondé des groupes de patients, maintenant qui se font aussi sous forme d'hôpital de jour, auquel Marie-Jo participe. Elle ne fait pas que ce que vous voyez aujourd'hui, mais elle participe aussi aux soins et au groupe de patients sur les violences sexuelles. On a aussi un groupe de patients adultes pour les violences conjugales, et puis on a créé un groupe parentalité pour les parents d'ados qui présentent un trouble de stress post-traumatique. On a créé un groupe thérapeutique pour les 2 à 6 ans, et on va commencer un groupe pour les ados très prochainement. Donc déjà, pour vous dire que vous avez cette cartographie des ressources qui est en ligne, je vous ai mis le lien. Donc vous avez dans ce catalogue toutes les structures publiques qu'on met régulièrement à jour, donc avec les CRP, les consultations psychotraumato, adultes et enfants, les coordonnées des CUMP, des unités médico-judiciaires, des UAPED. Je ne sais pas si tout le monde connaît les UAPED, c'est des unités d'accueil pour les enfants en danger. Ce sont des unités spécialisées hospitalières, où l'idée de ces unités, et c'est une très bonne idée, je suis très contente que les UAPED soient créées, même si elles ne fonctionnent pas encore à plein régime, mais j'imagine que dans les années à venir, ça se fera. L'idée, c'est que l'enfant aille dans un seul lieu pour son examen médico-légal et pour son audition. Donc, il y a soit la gendarme, soit les unités de police qui se déplacent sur place à l'UAPED pour écouter l'enfant. Donc il a tout un parcours pendant une journée avec une personne référente. En général, c'est l'infirmière de l'UAPED qui le suit toute la journée et qui vérifie comment ça se passe pour lui toute la journée. Et puis les maisons des femmes aussi sont référencées dans ce catalogue. Alors ça, c'est les structures, mais on peut passer vite dessus si vous l'aimez, parce que je vais vous donner le diaporama, comme ça vous aurez les coordonnées. Si vous pouvez passer les diapos, que j'arrive
ouais, alors ça aussi, c'est toutes les structures. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, les CRP ont été créés. L'ARS Nouvelle-Aquitaine, et ça, c'était la volonté de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est pas toutes les régions qui ont reçu ça, ont eu un renforcement du budget pour l'offre psychotrauma de l'enfant et de l'adolescent il y a 2 ans. Donc, normalement, tous les secteurs et tous les départements ont eu en fait des postes financés de psychologues formés au psychotraumatisme. Donc, je ne sais pas, j'ai pas les détails de ce qui s'est passé pour le centre hospitalier La Valette ici, mais évidemment que c'est pas un poste de psychologue qui va réussir à faire créer une unité psychotrauma, mais en tout cas, il y a les départements, et il y a certains départements, et selon les informations que j'ai, c'est le cas de la Creuse aussi, ont choisi non pas de créer une unité psychotrauma parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, mais de faire plutôt une orientation dédiée pour les enfants traumatisés. Donc ça, c'est les références pour le psychotrauma de l'adulte que vous aurez. Et puis la différence, en fait, voilà, ce que je finis de vous expliquer, la différence entre Bordeaux et Poitiers, c'est que Poitiers, en fait, ne s'occupe vraiment le centre régional de psychotrauma ne s'occupe que des adultes, et tout ce qui avait été alloué pour l'enfant ado a été récupéré par les centres hospitaliers déjà existants, donc le centre hospitalier Laborie, le centre hospitalier Esquirol, qui ont chacun créé des unités de psychotraumatologie pour les enfants et les adolescents. Donc, si vous voulez aussi avoir plus de renseignements au niveau des adressages, il faut contacter ces 2 centres pour savoir un petit peu comment vous pouvez faire, ou si vous pouvez avoir des coordonnées aussi de personnes formées dans votre département. Le professeur Jiquel aussi a créé la plateforme P2CP, et ça, c'est l'idée de faire l'animation du réseau de professionnels qui interviennent auprès des mineurs, de proposer aussi des actions de formation et de sensibilisation en psychotraumatologie, infantologie, ménile, d'évaluer aussi des cas complexes, éventuellement avec de la téléexpertise. Et donc, il a créé cette unité de psychotraumatologie aiguë. Avec des tout petits enfants jusqu'aux adolescents. Là, je vous ai mis les références des 2 unités, de Poitiers et de Limoges, celle d'après. Encore. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, quand un patient arrive, on commence à faire des évaluations avec lui, avec son entourage. Alors des fois c'est sa famille, des fois c'est les assistants familiaux, des fois c'est ses éducateurs référents. Enfin, on a toutes les formes de situations. Et puis en fonction de cette évaluation, déjà on regarde un peu en fonction de la clinique, est-ce qu'il a un trouble de stress post-traumatique ou pas, ou est-ce qu'il a des séquelles traumatiques qui ne sont pas forcément constituées dans un TSPT typique, mais quand même il y a des séquelles traumatiques suffisamment importantes pour qu'on pense qu'il a besoin d'une prise en charge spécialisée. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on décide, est-ce qu'on garde en soin avec nous ou est-ce qu'on le redirige vers du libéral. Des fois, ça m'arrive aussi pour des patients qui sont un peu plus éloignés géographiquement de faire des prises en charge comme ça bifocales, où moi je reste le médecin référent et puis je trouve un ou une psychologue plus localement, plus près de chez lui, que ce soit plus simple d'aller à la consultation pour lui pour faire la thérapie centrée trauma. Donc au CRP de Bordeaux, on est formé à beaucoup de types de thérapies, donc on a un peu une boîte à outils comme ça, et aucune n'est miraculeuse, mais on peut se servir à différents moments dans la prise en charge de ces thérapies. Donc l'équipe est formée à l'EMDR, à l'ICV, à la TCC, à la thérapie familiale, à l'hypnose. Pour le côté enfant-ado, on a tous une formation de base de psychodynamie, à la thérapie des schémas et à la thérapie de la reconsolidation, qui est une thérapie avec un médicament pour les séances de thérapie centrée trauma. On peut rajouter à ça la prise en charge en ostéopathie. On a la chance depuis peu d'avoir aussi une sage-femme qui vient consulter pour nos patients. Les adultes peuvent aussi bénéficier de séances en hôpital de jour, et puis il y a ces groupes dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et au niveau de la durée des prises en charge, ça peut être entre 6 mois à 3 ans, voire plus, pour les traumas très complexes. Ça prend du temps.
avant de vous redétailler la suite, je voulais vous rappeler les bases. Je pense que vous les avez déjà en tête, mais c'est toujours bien de les rappeler à tous. On va prioriser les choses de toute façon. Ma première question, c'est quand je reçois un enfant, c'est est-ce que cet enfant est-il vraiment protégé? Donc, oui, non. S'il n'est pas protégé, j'ai une obligation légale de rédiger une épée ou un signalement. S'il est protégé, suffisamment protégé, parce qu'il y a des niveaux de protection différents, on pourra en parler après ou vous pourrez me poser des questions. Je vais regarder sa figure d'attachement. Est-ce que sa figure d'attachement est en sécurité? Oui ou non? Si sa figure d'attachement n'est pas en sécurité, je vais réfléchir, est-ce qu'il faut que je rajoute une aide sociale, évidemment pour des personnes qui n'ont pas déjà tout ça. Est-ce qu'il faut que je rajoute une aide sociale, une aide juridique, psychologique, un téléphone grave danger? Ça m'est arrivé de demander des téléphones grave danger pour des mamans. Ok, si sa figure d'attachement est en sécurité, à ce moment-là, je vais regarder, je vais évaluer comment elle va. Est-ce qu'elle a suffisamment de ressources psychiques pour exercer sa parentalité? Est-ce qu'elle est régulée au niveau émotionnel? Comment elle va réagir au fait que son enfant commence à une thérapie centrée trauma? Si elle n'est pas suffisamment régulée au niveau émotionnel, parce qu'en fait, moi, je vais avoir besoin de cette figure d'attachement pour faire la thérapie avec l'enfant. Après, ça s'aménage en fonction des situations, etc. Mais en général, on va les inclure aussi dans le processus. Pas forcément toujours dans les moments de thérapie centrée trauma, mais en tout cas, dans toute la prise en charge, les figures d'attachement vont être là. Donc si elle n'est pas suffisamment régulée, nous, on leur propose un espace individuel en thérapie à ses parents ou à ses proches. Et puis, si sa figure d'attachement va suffisamment bien, à ce moment-là, on peut commencer le traitement de l'enfant, en présence ou pas de sa figure d'attachement. On fait tout un travail parent-enfant, on peut faire un travail aussi de guidance parentale et voire de thérapie familiale. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de consultations, tout ça. Alors, on entend beaucoup parler des thérapies centrées trauma et je pense que vous avez des connaissances variables selon vos domaines professionnels, donc c'est pour ça que je vous explique un petit peu aussi comment ça marche. Je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà. Mais déjà, la thérapie centrée trauma, c'est pas miraculeux et comme je viens de le rappeler, il faut que l'enfant soit en sécurité. C'est pas parce que l'enfant vient me voir que moi, pédopsychiatre, je vais pouvoir l'apaiser si de toute façon cet enfant n'est pas protégé. Je ne vais pas faire grand-chose. Alors ça ne veut pas dire que je ne propose pas d'accompagnement à cet enfant, ça ne veut pas dire que je vais dire non, je te vois pas, voilà. Je le vois, on le soutient, on l'accompagne comme un peu, mais en tout cas, à aucun moment, quand on en est encore là, je vais pouvoir commencer la thérapie centrée trauma. On ne peut pas commencer une thérapie centrée trauma si la personne n'est pas en sécurité, si elle est toujours sous la menace. Donc, ce qui est important aussi, c'est la recherche de comorbidités psychiatriques. Des fois, vous avez aussi des enfants, des adolescents, mais c'est pareil avec les adultes, qui ont d'autres troubles associés. Et c'est très fréquent dans le trouble de stress post-traumatique. Donc ça peut être un peu trompeur aussi, parce que vous pouvez avoir des gens qui sont très déprimés et vous ne voyez pas le trouble de stress post-traumatique qu'il y a derrière. Donc il faut rechercher ça aussi systématiquement. Et donc on va prioriser, on va d'abord traiter la dépression et après le trouble de stress post-traumatique. Ça ne veut pas dire que pendant la phase où on s'occupe de lui et où on traite plus sa dépression, qu'on ne va pas parler de ce qui lui est arrivé. Ça ne veut pas dire ça, mais en tout cas on va prioriser quand même les choses. Il peut y avoir des troubles de comportement alimentaire, et ça on connaît bien aussi la survenue de TCH chez les personnes victimes de violences sexuelles, les troubles anxieux et puis les suicidaires, etc. Est-ce qu'il y a besoin d'un traitement médicamenteux ou pas? Et puis, en premier, on va commencer à faire un travail qu'on appelle de stabilisation émotionnelle, qui peut être très long aussi, et surtout dans le trauma complexe, qui peut durer à peu près entre 6 à 24 mois. Donc pour vous dire que vraiment, pour arriver jusqu'à la thérapie centrée trauma, ça peut vraiment prendre du temps. Donc pendant cette phase-là, on va utiliser des outils de régulation émotionnelle qu'on va transmettre aussi à l'entourage de l'enfant. Et on pourra aussi travailler sur des groupes de patients spécifiquement sur cette stabilisation émotionnelle. Pendant cette période, on travaille aussi bien sûr toujours avec l'entourage de l'enfant. Et puis, pendant tous les soins, du début à la fin, il y a un important travail de coordination avec tout son entourage. Donc, soutien à l'entourage immédiat dont je vous ai déjà parlé, avec les groupes parents, avec du soutien individuel. Et puis surtout un lien régulier avec toutes les structures qui sont autour de l'enfant. Donc l'école, les éducateurs référents, les éducateurs ASE
Et ça, c'est vraiment dans le but d'assurer le plus de continuité et de cohérence possible entre tous les acteurs. Ce matin, Mme Romano, elle parlait de paradoxe pour l'enfant. L'enfant qui n'est pas suffisamment protégé, il vit souvent un paradoxe. Et c'est important que les acteurs de santé et tous les autres acteurs soient dans une cohérence d'attitude et d'action auprès de l'enfant. Donc c'est important que tout le monde soit au courant. Moi, j'explique les symptômes de l'enfant aux écoles, aux éducateurs, etc. et que tout le monde comprenne l'enfant de la même manière et qu'on essaye d'avoir cette cohérence chez un enfant qui souvent n'a vécu que de la discontinuité et que des incohérences ou de l'imprévisibilité. Donc c'est important qu'ils fassent ces nouvelles expériences d'adultes qui se parlent et qui sont cohérents entre eux. Là, je ne vais pas vous les détailler. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais je vous ai mis des petits diapos sur le MDR, ensuite sur le CV, et ensuite sur la TCC, ça fait partie des thérapies qui sont recommandées. Mais encore une fois, nous, on utilise une boîte à outils, on utilise plusieurs choses. Voilà, merci. Merci à vous, docteur Séverine Blo. On a entendu ce matin aussi. Vous pouvez les applaudir tous les deux. Hélène Romano disait ce matin l'importance, en effet, de prendre chaque enfant en tant qu'individu et avoir quasiment une pochette pour chacun d'entre eux. Est-ce que, lorsque vous dites, tout comme Colosse au pied d'argile tout à l'heure, que vous avez de plus en plus de listes d'attente, etc., comment on fait pour résoudre cette question-là de l'individualité du traitement ou de la prise en charge? Vous y arrivez apparemment. Je pense qu'on devrait faire ça pour n'importe quel patient en psychiatrie ou en pédopsychiatrie de toute façon. Enfin, on travaille avec l'humain et donc on s'adapte normalement aux patients qu'on a en face de nous. C'est effectivement important d'établir ce lien de confiance qui est très difficile à mettre en place chez ces enfants-là, qui prend du temps. De par ce qu'on a déjà entendu aujourd'hui, ils ont cette méfiance envers l'adulte, donc ça prend du temps. Donc déjà, c'est l'établissement de ce lien de confiance et donc évidemment, on va s'adapter à lui, on va recueillir le plus possible d'informations sur son parcours, sur ses symptômes et travailler comme ça avec lui. Je ne vois pas comment on pourrait travailler autrement avec ces enfants. Marie-Josée, de par votre parcours et votre expérience, vous avez, avec le docteur Blo, mis en place des méthodes, ou une méthodologie, ou des choses à faire ou ne pas faire? En fait, suite à notre rencontre, on m'a proposé de travailler avec certains membres de l'équipe à ce qu'on appelait au début des groupes de psychoéducation. Et la réflexion était, dans nos vies de victimes, quel est le plus compliqué à comprendre? Donc en fait, ces groupes de psychoéducation qui sont aujourd'hui présentés en accueil en hôpital de jour, la réflexion a été quelles sont les thématiques primordiales qui seraient obligatoires à comprendre pour nous victimes pour pouvoir passer un pas complémentaire. Donc lié à l'estime de soi, la communication, la sexualité, la sexologie, parce que ça a beaucoup d'incidences. Et en fait, on a construit ensemble, c'est-à-dire, voilà nous ce qui nous pose un problème et comment vous l'expliquez. Et il y a un moment de pédagogie et après il y a un moment de parole entre nous. Ce qui permet des fois de désamorcer des problèmes de je me sens tout seul. Mais on se rend compte que toutes les victimes ou la majorité des victimes, quelle que soit leur histoire et le parcours de vie, ressentent à peu près les mêmes choses. Et quel que soit leur âge aussi. Pour beaucoup d'entre nous qui avons été victimes enfants, c'est résonnant sur nos vies d'adultes. Ouais. Et les conséquences pour une agression en adulte, on se rend compte que quand on en parle pratiquement de la même façon. Docteur Blo, vous avez donc de plus en plus de travail. Comment l'expliquez-vous? La parole s'est libérée, les agressions ont augmenté ou... Alors, je crois que ça fait longtemps que les enfants parlent quand même, mais peut-être qu'on les écoute un peu, enfin je pense quand même qu'on les écoute un peu plus qu'auparavant. Et non, je pense parce qu'il y a un besoin de soins spécialisés en psychotraumatologie et que voilà, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on est plus connu, on a plus de demandes. Et avant de donner la parole à la salle, Marie-Josée, vous m'avez raconté une anecdote avec une jeune femme et sa gynécologue.
en 2025 là aussi. Ça c'est en 2024. 2024, une jeune femme qui, suite à un viol, va voir une gynécologue parce qu'elle était très inquiète. Et la gynécologue, qui a qu'une trentaine d'années, lui a dit: écoutez mademoiselle, ça n'est qu'une mauvaise expérience. Donc c'est la façon dont on est accueilli aussi qui fait qu'on n'ose plus parler. Donc c'est de moins en moins, mais il y a quand même des attitudes qui font qu'on n'ose plus y aller. Je vais vous donner un autre exemple, et ça concerne Poitiers. Alors j'espère ne choquer personne. Une femme qui va porter plainte, et elle évoque le moment de l'agression. Donc excusez-moi, j'espère ne choquer personne encore une fois. Dans le cadre d'une fellation forcée, le policier lui a demandé pourquoi elle n'avait pas crié. Voilà. Mais ce qui est étonnant de la part aussi de la jeune femme, enfin de la jeune gynécologue, c'est qu'on peut se dire, elle est jeune, elle a entendu tout ce qui se dit depuis des années et des années, et c'est le manque de formation peut-être dans le milieu médical, toujours et encore dans la formation initiale. Il y a beaucoup d'idées préconçues. À l'assaut, on a une exposition qui s'appelle « Que portais-tu ce jour-là » En fait, c'est pour démontrer que le matin, comme tout un chacun, on s'habille pour aller faire ce qu'on a prévu de faire dans la journée. Il y a 18 tableaux, donc il y a des pyjamas, il y a des tenues de jogging, il y a des robes de soirée, et puis il y a une tenue militaire, et on n'a pas l'arme, mais il y a la femme qui était armée. Et lors de l'audition, on lui a dit: mais madame, vous étiez armée. On va parler de sidération. Pourquoi on ne sait pas réagir? Pourquoi on n'arrive pas à réagir? Il y a tellement de choses qui rentrent en compte, et ce qu'on demande, c'est d'arrêter de nous renvoyer qu'on a été violé parce qu'on l'a bien cherché. Alors que l'auteur des faits, c'est celui qui est acteur. Et souvent on oublie de dire que nous, victimes, nous sommes l'objet d'un acte qui est le viol ou l'agression sexuelle. Souvent des victimes me disent: il y a un inversement sémantique. On ne met pas le responsable au bon endroit. Merci à vous deux. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions suite à ce témoignage, ou éventuellement sur le CRP? Est-ce que vous souhaitez intervenir, réagir? Madame, on va vous porter le micro. Voilà, il arrive. Et comme à l'accoutumée, je vais vous demander de vous présenter. Oui, bonjour. Je suis déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Donc plutôt sur le versant femmes victimes de violences. Mais j'aurais souhaité avoir votre avis en tant que patiente partenaire et soignante sur le fait d'éventuellement rendre imprescriptibles les violences sexuelles. On avait déjà un peu évoqué ce thème-là ce matin, mais là c'est vraiment sorti du débat historique, sorti du débat juridique sur la graduation des crimes. Vous aviez 50 ans quand vous avez osé parler. Il se trouve que nous, dans l'accompagnement des femmes victimes de violences, qui avant ont été enfants victimes de violences sexuelles, on peut quand même constater une importante proportion de femmes qui va s'autoriser la parole dans deux cas de figure. Soit quand l'agresseur est mort, donc l'agresseur était un parent, un grand-parent, soit quand le délai de prescription est passé. Et la question, c'est est-ce que justement, vous parliez tout à l'heure des bonnes et mauvaises victimes, et c'est malheureusement quelque chose qu'on voit au quotidien, et sur les territoires et sur des faits médiatisés, où en fait on en est encore à craindre en tant que victime, comment sera reçue sa plainte, quel chaos aussi ça va pouvoir provoquer au niveau familial. Et en fait, la question que je vous pose justement par rapport au CRP et à vos expériences, c'est est-ce que ce serait finalement pas contre-productif du point de vue du patient de rendre ces faits de violence sexuelle imprescriptibles? Merci. Marie-Josée? C'est justement une discussion compliquée. Au niveau national, la Fondation des femmes a mis en place un groupe de travail qui représente plus d'une centaine d'associations au niveau national, et on travaille sur un document pour une proposition de loi globale sur les violences sexistes et sexuelles. Le problème de la prescription, c'est comme le sujet de... je ne vais pas arriver à trouver le mot, du consentement. Les personnes qui parlent tard, après un délai de prescription ou en attendant que l'agresseur effectivement décède, c'est
pour pouvoir poser souvent, hein, pour pouvoir poser la parole à un moment. Ça ne veut pas dire qu'elles attendent une procédure. Dans certains cas, ça peut aider certaines procédures qui peuvent être encore ouvertes pour des victimes plus jeunes avec des faits plus récents. Mais ça reste quand même compliqué. Moi, je ne saurais pas y répondre. Les victimes ont des avis très différents. Les professionnels du droit aussi. Et je dirais que ce qu'on nous propose comme argument, d'un côté et de l'autre, sont aussi intéressants les uns que les autres. Et est-ce qu'un traumatisme doit être vécu toute sa vie? Certaines personnes vont poser plainte après le délai pour dire « je l'ai fait, j'ai osé ». Il n'y aura pas de procédure. Certaines sont même surprises parce qu'en fait, il y a des procédures en cours concernant l'agresseur et elles sont appelées et là, elles sont dans la peur. Donc, c'est super compliqué quand on a gardé le silence pendant des années de se dire « Ah, il y a l'effet MeToo, on a eu l'effet MeToo garçon et nous, à l'association, on a eu énormément d'hommes qui sont venus vers nous. On accueille les hommes depuis 2019. Mais l'effet MeToo garçon a été incroyable au niveau de la demande de parole. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'aller au-delà. Il y a beaucoup de peur et de crainte d'être reconnu, d'être affiché. Moi, j'anime beaucoup à Bordeaux et certaines victimes qui sont plus de mon âge me disent je n'ai pas parlé, je ne parlerai pas, je travaille dans telle institution, je travaille dans tel établissement. Le jour où je parle, je peux perdre mon emploi, je suis séparée, c'est le seul revenu de la famille. Ça a des risques. Aujourd'hui, parler, même si la parole est plus entendue, on encourt quand même encore beaucoup de risques. Mais vous, Marie-Josée, lorsque votre parole s'est libérée, c'était plus pour vous-même que dans l'optique d'un procès? C'était plus pour aller mieux, pour vous libérer, sans penser forcément à un procès? Pour moi, le procès, de toute façon, c'était plus possible. C'est plus possible. Hein. Mais moi, je voulais essayer de faire comprendre aux personnes qui, comme moi, avaient un parcours tellement compliqué, bouffé par la honte, que j'étais pas responsable et que si très tôt on m'avait dit dans le regard je te crois, viens, je te prends la main, je te prends dans mes bras, je te console un petit peu et peut-être qu'on pourra faire quelque chose à un moment, mais t'inquiète pas, on est là. J'aurais peut-être pas développé toutes les pathologies. Je me rends compte aujourd'hui que je suis un exemple pour certaines personnes, mais je suis un exemple parce que les gens se rendent compte que parler, ça soulage et qu'on peut faire des choses après. D'autres questions, mesdames et messieurs? Oui, juste derrière monsieur qui a le masque, et j'ai vu là-bas, je ne sais pas de ce côté. Ça parle plus à droite qu'à gauche. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention, Philippe Viard, conseiller municipal. En mairie, on peut être saisi, les élus peuvent être saisis de cas de maltraitance. C'est pas facile. J'ai eu à traiter 4 affaires qui sont passées autour d'un vestiaire et de douches mal organisées en fait, où les hommes et les femmes allaient ensemble. Donc il a fallu qu'on auditionne tout le monde. Ce que j'ai fait avec une collègue dans un cadre très précis, avec le centre de gestion, on ne peut pas faire les choses n'importe comment, on ne peut pas qualifier les faits, on entend les gens. Ça a été très pénible, extrêmement pénible. Donc il y avait donc 3 femmes et un homme handicapé qui avait été victime du même homme, et qu'on a eu extrêmement de mal à déloger dans l'organisation de la mairie, parce que c'est un homme qui se sentait dans l'impunité, et qui avait des relations partout, y compris au sein des élus. Donc ça a été très difficile. Donc le maire a réagi, et ça dépend en général du maire, ça dépend aussi du directeur général des services. C'est pas forcément la loi, le règlement qui agissent, c'est des hommes et des femmes qui veulent bien agir derrière. On a eu cette chance, et finalement cet homme a été mis ailleurs. On aurait pu aller au procureur, mais le maire ne l'a pas voulu. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Les élus ont un rôle très important à jouer dans les collectivités territoriales sur ces questions. C'est important pour les victimes d'être reconnues par les élus dans ce qu'elles ont pu vivre. Deuxième chose,
vous ne pouvez pas me répondre, hein. Je ne dirai pas que vous pouvez répondre, vous ne pourrez pas, c'est sur le SROS, hein, le schéma régional d'organisation des soins, ça ne va pas du tout. Il y a un CHU à Limoges. On voit bien qu'au CHS de Saint-Vaury, bon, il y a beaucoup de difficultés, il y en a à Esquirol, il y en a aussi à l'hôpital de Guéret, ça ne fonctionne pas bien. Donc on a un énorme problème d'accès aux soins en Creuse, sachant, c'est des chiffres de la Caisse primaire d'assurance maladie, que plus d'un tiers des Creusois renoncent aux soins. Alors, la problématique que vous posez, hein, c'est l'accès aux soins pour ce type de traumatisme. Bon, c'est à mon avis très difficile sur un département comme la Creuse. Ne me répondez pas parce que vous avez des supérieurs autour de vous. Bon, mais je sais que l'ARS est dans la salle. C'est une question qui se pose à l'ARS quand même de faciliter l'accès aux soins sur notre département. C'est dramatique hein, ce que je dis. En tant qu'élu, dans les CCAS, on voit hein, des gens qui ne vont pas bien du tout parce qu'il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, voilà, mais ne répondez pas. L'ARS, je pense... L'ARS va pouvoir répondre aussi. J'ai pas de problème avec l'ARS. Voilà, mais elle le sait. Je veux dire, nos collègues de l'ARS savent très bien cette situation de l'accès aux soins. Merci en tout cas pour votre témoignage. On peut parler de la formation peut-être des élus aussi, non? Oui. Peut-être. Oui, bah ça m'est arrivé justement, cette personne, on l'a mis ça m'est ailleurs, arrivé elle peut justement peut-être- d'intervenir pour des formations de sensibilisation sur mesure dans pour des élus, effectivement. Pour les soins, oui, bah, la situation en pédopsychiatrie est très difficile actuellement, vous le savez tous. Mais on verra ce qui se passe. Avec les nouveaux budgets, si un jour on en a un. Et je fais une toute petite remarque parce que la situation dont vous parlez me fait penser à un réflexe qu'il faut avoir aussi. Majeur vulnérable, violence sur majeur vulnérable, parce qu'il y a les signalements pour les mineurs, mais il y a aussi les signalements qui existent pour les majeurs vulnérables. Donc majeur vulnérable qui a été victime de violence, on a le droit de signaler. Alors, d'autres questions? Monsieur là-haut, et ensuite Madame en orange en bas. Allez-y, monsieur. Donc, bonjour, éducateur spécialisé en AEMO, et j'ai une question. Comment vous déterminez les figures d'attachement dans des familles où souvent les parents sont les acteurs des violences enfin, comment vous déterminez, alors que c'est pas si évident que ça, c'est forcément les parents. Alors, je ne suis pas sûre de complètement comprendre votre question, mais Tout à l'heure, vous avez dit que vous recherchez une... Oui, alors voilà, il y a des fois, j'en ai pas. Hein. Enfin, j'en ai pas, mais du coup, j'ai des belles prises en charge en fait avec les éducateurs référents. Quand j'ai un éducateur référent dans la continuité, c'est-à-dire plus que 2 mois à la suite. Non, mais c'est précieux quand j'en ai un et qui est là à tous les soins et qui est là à tous les rendez-vous et qui accompagne mon patient. Parce que je vois bien la différence entre quand il y a une continuité dans l'équipe éducative et quand il y a une discontinuité. Moi, je les perds, les patients. En fait, je commence quelque chose, je commence des soins et puis il y a un turnover éducatif. Et j'ai une patiente comme ça, je ne l'ai pas vue pendant 3-4 mois. Parce qu'ils oubliaient tous les rendez-vous et elle était incapable de venir. Elle était un peu dans l'évitement. C'est un symptôme du trauma aussi d'éviter la consultation et d'éviter les soins parce qu'on sait qu'on va s'y confronter. Et quand elle avait un éducateur qui l'a voulu, ou une éducatrice, elle venait me voir et ça se passait bien. Et l'éducatrice, des fois, restait avec nous en consultation parce que ça la rassurait. Donc quand j'arrive à faire ça et quand j'arrive à avoir cette figure d'attachement secondaire que peut représenter l'éducateur, alors je parle plutôt des lieux de placement, c'est très précieux. Et donc c'est pas forcément voilà, c'est pas tout le temps le parent. Des fois j'ai personne, hein, donc je me débrouille comme je peux aussi. Et du coup c'est plutôt moi qui vais devenir figure d'attachement secondaire. Et voilà, je vais surtout m'appuyer sur cette relation de confiance que je tisse avec le patient. Nos patients en thérapie, avec les psychologues et les psychiatres, ils vivent des liens d'attachement secondaires. Avec nous, hein, et ça leur fait aussi des expériences nouvelles d'attachement. Et n'oubliez pas aussi tout ce que vous représentez. Mme Romano, elle l'a dit aussi ce matin en tant qu'adulte, même si c'est transitoire, même si c'est temporaire, même si vous êtes là que 3 mois dans le lieu de placement, à certains moments vous pouvez être cet adulte de confiance qui vient donner à cet enfant une nouvelle expérience d'attachement avec un adulte. Madame. Oui, bonjour, je suis médecin de PMI. Pour
d'adressage d'enfants, des enfants qui sont confiés à l'ASE de Creuse. Comment est-ce que donc ça peut se faire? Est-ce qu'il faut une première évaluation par les CMP, enfin voilà, les psychologues, les pédopsychiatres auxquels on peut accéder? Après, comment se pose le diagnostic chez l'enfant notamment? Qui pose le diagnostic? Ce diagnostic peut être important aussi à faire valoir auprès des juges, auprès du juge des enfants. Qui peut poser ce diagnostic? Est-ce qu'il faut une expertise ou non? Ou est-ce que d'autres intervenants, médecins, psychiatres, psychologues peuvent évoquer ce diagnostic? Et troisièmement, qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt de demander des ALD? Et là aussi, qui peut le faire, puisque les troubles du stress post-traumatique sont reconnus comme des affections de longue durée maintenant. Est-ce qu'il y a intérêt à le faire dans la prise en charge des soins, en sachant que les soins psychologiques ne sont pas pris en charge habituellement? Est-ce qu'il y a quand même intérêt à le faire? Est-ce qu'il y a des réticences à le faire? Alors, je la demande très souvent pour mes patients, effectivement, la LD pour TSPT, surtout pour les traumas complexes. Aussi parce que pour mes patients qui habitent un peu plus loin, ça leur permet d'avoir des bons de transport, donc de venir plus facilement en consultation. Ça m'arrive de faire des demandes MDPH aussi pour des enfants qui ont aussi besoin d'orthophonie, de psychomotricité. Bon, là, on tombe dans les demandes classiques pour la MDPH, mais le trauma complexe, il peut y avoir aussi besoin de, quand il y a vraiment un impact développemental, d'orthophonie, psychomotricité. Donc, je peux demander la LD et la MDPH. Donc oui, vous pouvez. Je pense que ça a ses avantages. Puis ne serait-ce que si à un moment ils ont besoin aussi d'aller consulter en libéral, leur consultation psychiatrique sera remboursée intégralement. En Creuse, la prise en charge au départ, enfin l'étude. Je vais répondre à Lambert 3.2.1. Le diagnostic, tout psychiatre suffisamment formé à la clinique psychotraumatique peut poser le diagnostic. Et puis les psychologues, il y a des psychologues tout à fait bien formés qui sont capables aussi de diagnostiquer un TSPT. Effectivement, moi j'informe toujours via des signalements les juges que ce que je retrouve chez mon patient, parce que je sais que c'est très important pour la procédure judiciaire, donc je les informe via cette voie légale que j'ai d'informer. Et donc je décris à la clinique psychotraumatique de mon patient comme je l'ai retrouvé en consultation. Pour l'adressage dans la Creuse, je vais vous renvoyer sur les coordonnées des services que je vous ai donnés pour que vous leur demandiez, parce que je ne sais pas de là maintenant tout de suite en janvier 2025 comment ils acceptent les adressages. Est-ce que c'est nous, par exemple, on accepte des adressages juste de généralistes et pas forcément qui ait déjà eu une consultation pédopsie ou psy, parce que c'est tellement difficile à avoir. Donc je préfère que vous demandiez, pour ne pas vous dire de bêtises, directement au service dont je vous ai donné les coordonnées. Sachant que toutes les présentations seront sur Internet, sur le site de l'ODPE d'ici quelques jours, on peut dire quelques jours, non, un petit peu plus, quelques semaines. Voilà, donc vous aurez toutes les coordonnées. Adressage, c'est pas très joli, je trouve, comme mot. Pardon? On adresse. On adresse, oui. Ouais. Mais bon, c'est parce que ça fait penser à dressage, peut-être. C'est pour ça. D'autres questions, mesdames et messieurs? D'autres mains qui se lèvent? Non, c'est bon? On a tout vu? Vous souhaitez clôturer, mesdames? Un petit mot de conclusion? Ou c'est bon, vous avez fait le tour? Dernier mot. Marie-Josée. Pardon, il y a une question, pardon, excusez-moi. On va vous porter le micro. Vous êtes un peu dans le noir pour moi, donc je ne vous avais pas vu, pardonnez-moi. Donc bonjour, Gabin Mandric, je suis étudiant à assistance de service social à Limoges. Oui. Je me demandais, est-ce qu'il y avait des différences au niveau de l'accompagnement, du coup, hommes et femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles, au niveau de l'accompagnement et surtout vis-à-vis des images véhiculées par la société? Alors je pense que oui, on est beaucoup moins habitué à recevoir des hommes.
Après, au niveau de l'accompagnement pour les hommes qui viennent au CRP, j'ai pas l'impression qu'on fasse un accompagnement forcément différent. Je sais pas ce que tu dirais, Marie-Jo. Après, je sais que les hommes aimaient la colosse au pied d'argile, on en a parlé tout à l'heure. Hein, ils ont beaucoup de monde à parler. Ça fait pas longtemps qu'ils osent aller. Ça fait pas longtemps qu'il y a des groupes de parole aussi pour les hommes victimes. Donc il y a tout ça qui est encore plus retardé pour eux. Et il se rajoute la honte pour toutes les victimes, mais en plus pour les hommes, mais en plus je suis un homme, et donc j'aurais dû encore plus me défendre qu'une femme. Enfin voilà, il y a tout ça qui est en jeu. Après, dans la thérapie en individuel, je pense pas qu'il y ait de différence particulière en tout cas. C'est Colosse qui disait qu'il ne mélangeait pas les groupes de parole. Oui, alors ça, je pense que c'est le choix de chacun des groupes de parole ou des associations qui font les groupes de parole. Nous, on a des groupes mixtes aussi au CRP. Voilà. Marie-Josée? Moi, je vais plutôt parler de l'image, en fait, qu'on exprime en tant que victime. Les hommes ont longtemps cherché des espaces parce que dans la communication, on parle de femmes victimes et on parle d'hommes agresseurs. Avec les études, de plus en plus, on sait qu'il y a quand même des femmes qui agressent. Oui, donc on a très peu de chiffres, mais les hommes victimes sont sous-estimés. Quand on voit chez les enfants la proportion garçon-fille, en fait, je crois que c'est 40-60 à peu près, ce qui veut dire énormément d'adultes hommes concernés. Je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais j'étais la seule petite fille agressée et il y avait 4 garçons avec moi. Et ces 4 garçons n'ont jamais parlé. On en a parlé entre nous, après, adultes, mais pour eux c'est très compliqué. Et quand j'en parle avec certains hommes qui viennent à l'association, ils disent c'est difficile, même ma femme ne comprend pas. Et les peurs, c'est en fait t'es pas un mec. Alors Sébastien avait parlé d'homosexualité, mais c'est souvent ce qu'on leur renvoie, un manque de masculinité. Voilà. Oui. Et la société aujourd'hui l'entend, mais les insultes sont souvent là. On parle de minorité, donc les hommes sont en minorité parce qu'ils parlent peu, on n'a pas de chiffres. Il ne faut pas oublier les personnes handicapées. Et il y a des personnes handicapés, principalement psychiques, qui sont extrêmement agressés. On oublie les minorités, LGBT et j'en passe, qui sont de plus en plus agressées. Une jeune femme m'a téléphoné un jour en me disant « Je suis une prostituée » et on me dit que de toute façon, le viol, c'est un risque que je prends. En fait, il y a un mélange dans l'esprit des gens. Et c'est important de connaître la vraie définition du viol, la vraie définition de l'agression sexuelle, et ce qui est un crime. Et là, on peut arriver au consentement, mais c'est mon corps, c'est votre corps, et on ne fait pas n'importe quoi à n'importe qui. Le respect est là, quoi. Mais l'écoute, le dialogue, l'échange, pour vous, est similaire qu'on soit un homme ou une femme agressée? Dans la mixité, nous, on fait des groupes mixtes, on fait des groupes d'hommes, on fait des groupes de femmes. Les gens vont au groupe qu'ils souhaitent. Mais beaucoup de femmes m'ont dit, le fait d'aller en groupe mixité m'a permis de me rendre compte que les hommes ne sont pas des agresseurs, mais qu'il y a des agresseurs parmi des hommes. Ça change toute la donne, en fait. On termine là-dessus, ou éventuellement une dernière question? Je n'ai oublié personne? Eh bien, parfait. Merci à vous, mesdames, pour ce témoignage et ces précisions sur le RP. Merci beaucoup. Et je rappelle donc que vous pourrez avoir accès d'ici quelques semaines aux différentes présentations.